Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans La Voix est libre, une émission exceptionnelle qui se fait depuis la maison d'Izieux. Izieux, c'est un petit bourg situé à l'extrême sud de l'Ain, sur les contreforts du Jura, à une toute petite encablure du département de l'Isère, un département extraordinaire, un endroit magnifique comme vous avez pu le voir sur ces images et qui a également été le témoin d'un destin tragique dans cette maison d'Izieux, une maison qui a abrité pendant quelques mois, entre 1943 et 1944, des enfants juifs dans une relative tranquillité jusqu'au jour fatidique du 6 avril 1944, ce jour terrible où 44 enfants et 7 éducateurs ont été raflés par la Gestapo. C'était sur l'ordre de Klaus Barbie, puis déportés et exécutés. Il n'y aura qu'une seule survivante et aucun enfant n'en reviendra. La maison d'Izieux est devenue aujourd'hui un lieu de mémoire, un symbole fort de la Shoah. J'ai à mes côtés la directrice de la maison d'Izieux, Madame Geneviève Héramuspé. Bonjour. Bonjour. Demain, dimanche 6 avril, c'est une journée vraiment très importante pour vous. C'est une journée commémorative particulièrement importante puisque c'est le 70e anniversaire de la rafle. Vous savez qu'en France, on aime bien les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans. C'est aussi un moment aussi la date d'origine de l'événement s'éloigne de nous et donc les témoins qui l'ont vécu et qui ont connu cette époque, qui ont vécu dans cette maison, prennent aussi de l'âge, enfin chaque année un peu plus. Donc on est dans les périodes maintenant, dans la décennie des derniers témoins qu'on va voir petit à petit disparaître. Donc c'est très important, oui, qu'on puisse encore être assez nombreux pour s'en souvenir. Commémorer oui. ce jour du 6 avril. Merci beaucoup. On vous retrouvera dans quelques minutes à l'intérieur de cette maison pour parler de ce lieu de mémoire et de son avenir. Mais avant cela, on va d'abord évoquer l'histoire de ce lieu, l'histoire de cette colonie d'enfants qui finit donc tragiquement le 6 avril 1944 par une rafle. Je vous propose, le temps que je rejoigne mon prochain invité, de regarder l'extrait d'un magazine. Il s'agit d'une reconstitution de la rafle, un extrait signé Sylvie Cozzolino. Un matin d'avril 44, à l'heure du petit déjeuner, les hommes de Barbie sont arrivés. Ils ont emmené les enfants, les 44, et les adultes qui s'en occupaient. Mis à sac la grande maison, dévasté la salle de classe, on n'a plus jamais entendu les rires des enfants. En Asie rigoureux, Barbie rend compte de la rafle à ses supérieurs par télégramme. Son nom figure au bas du document retrouvé par Serge Klarsfeld. « 44 enfants et 7 éducateurs dont les noms sont gravés sur les murs de cette maison d'Izieux qui ont été raflés donc ce jour fatidique. Mais avant de parler de ce jour fatidique, on va raconter l'histoire de ces enfants d'Izieux avec Pierre-Jérôme Biscara. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et vous êtes aussi au service pédagogique de cette maison d'Izieux. Ces enfants, ils venaient vraiment de l'Europe entière. De toute l'Europe. Quand on prend la nationalité de chacun des enfants, on a à peu près 7-8 nationalités. Si on se rattache aux nationalités des parents des enfants, on arrive à peu près une quinzaine de nationalités. Et quand on remonte aux grands-parents, on a à peu près une vingtaine de nationalités. Il y a beaucoup de jeux de frontières au lendemain de la Première Guerre mondiale et je vous ai 22, 23, 24 nationalités différentes. Donc on a vraiment à Izieux quasiment toute l'Europe et même des enfants qui sont originaires d'Afrique du Nord, d'Algérie. Et à l'époque, l'Algérie, c'est 3 départements français. L'Europe entière, il y a eu des enfants autrichiens, des enfants roumains. Alors, il y a des enfants belges. Principalement, c'est 3 pays. C'est l'Autriche, l'Allemagne et plus de la moitié des parents sont originaires de Pologne. Ensuite, on peut rajouter la Belgique, le Luxembourg, la Roumanie, une partie de la Russie. Et donc, ces enfants, ils sont un petit peu éparpillés en France. Leurs familles sont éclatées. On peut dire d'ailleurs que pour la plupart, ce sont des orphelins. Alors, quand ils arrivent ici en 1943, la plupart des enfants sont quasiment tous orphelins. Leurs parents ont déjà été arrêtés et déportés par la police, arrêtés par la police française et déportés par les nazis à Auschwitz. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que le régime de Vichy a été extrêmement zélé avec les demandes des nazis. D'ailleurs, même parfois, il les dévançait. Exactement. Alors quand Vichy arrive au pouvoir le 10 juillet 1940, quelques semaines après son arrivée, quand on lui vote les pleins pouvoirs, le maréchal Pétain et son gouvernement vont promulguer des lois antisémites le 3, 4 et 7 octobre 1940. Et l'une de ces lois, la loi du 4 octobre 1940, vise principalement les immigrés juifs. Le texte de la loi, c'est les étrangers de race juive. C'est la cible prioritaire du régime de Vichy. Ces mêmes étrangers qui avaient été chassés de leur pays quelques mois ou quelques années auparavant.
Exactement. Et les parents viennent en France parce que, bon, d'abord, il y a un peu plus de travail qu'ailleurs, mais surtout, la France, c'est le pays des droits de l'homme. Et finalement, la France, l'administration qui recueille ces enfants dans les années 20, dans les années 30 et leurs familles, donc c'est cette administration qui vont leur donner les moyens de s'intégrer, c'est quasiment la même administration qui va les exclure en 40, 41 et 42. C'est un piège infernal, en fait, dans lequel on les met. C'est des bouleversements. Si on veut comprendre un peu ce qu'est le parcours de ces enfants et de ces familles, c'est des déplacements et des séparations incessantes. Les enfants, avant d'arriver ici, donc en 1943, pour la plupart, quand elle ouvre, ils venaient déjà d'autres camps, parce que ces enfants, comme leurs parents, sont internés, parfois séparés dans différents camps partout en France. Oui, on a donc la loi du 4 octobre qui crée des camps spéciaux, c'est-à-dire des camps d'internement. On utilise même le terme de camp de concentration. Mais attention, on n'est pas bien sûr dans une logique d'extermination, on est dans une logique d'exclusion. Ces camps sont faits pour exclure les juifs étrangers de la société. Et quand je dis les juifs étrangers, c'est des bébés, des enfants, des adolescents, des hommes, des femmes, des personnes âgées. Donc on est véritablement dans une logique d'exclusion. Et pour vous donner un exemple, le camp de Rivesaltes, qui va ouvrir en 40, voilà, à côté, à 13 km de Perpignan, c'est 612 hectares, c'est-à-dire que ça fait 4 km sur 2. C'est une ancienne caserne militaire qui a été transformée en camp d'internement. Le camp de Gurs, c'est des dimensions tout aussi grandes. Dans le sud-ouest. Le camp du sud-ouest, c'est à 60 km de Pau, 1 km 800 de long sur à peu près 500 à 800 mètres de large. Et on sépare dans ces camps les hommes et les adolescents et les femmes et les enfants. La plupart d'ailleurs des hommes vont être déportés et les nazis vont commencer à les exterminer. Il y a eu la volonté d'un couple qui était de sauver et de protéger ses enfants. Ce couple, c'est Miron et Sabine Zlatin. Oui, Miron et Sabine Zlatin, tous les deux sont juifs polonais. Ils sont naturalisés français en juillet 1939, donc un mois quasiment avant l'entrée en guerre de la France. Et ce couple va travailler pour une association d'entraide qui s'appelle l'Œuvre de secours aux enfants, qui est une association l'OSE, voilà, qui a été créée au lendemain de la guerre et de la Première Guerre mondiale, et qui vient en aide aux juifs les plus déshérités. Et ils obtiennent l'autorisation de Vichy de pouvoir rentrer dans les camps pour assister les populations internées. Et on estime aujourd'hui que l'OSE a sauvé entre 5 et 10 000 enfants. Et le couple Zlatin sont des salariés de l'œuvre de secours aux enfants. Et Sabine Zlatin et Miron, son mari, ils vont avoir de cesse que d'essayer de regrouper ces enfants et de les protéger. C'est ce qu'ils vont arriver à faire ici, à la Maison d'Izieux, en fait. Oui, ils arrivent à sortir les enfants des camps, alors soit par des moyens légaux, grâce à des certificats administratifs d'hébergement, soit par des moyens illégaux, en donnant un peu plus d'argent aux gardes, en leur demandant de fermer les yeux contre des tickets de rationnement. Et par exemple, pour Sabine Zlatin, on sait que du camp de Agde, qui se trouve à côté de Montpellier, elle a sorti, on a une liste, 138 enfants. Et on en a certainement sorti beaucoup plus. Et une fois qu'ils sont sortis de ces camps, ils sont placés dans des familles d'accueil ou donc des colonies de vacances qu'on appelle des hommes d'enfants. Et c'est comme ça qu'elle sort, au printemps 42, elle sort une grande partie des enfants des camps. Elle leur trouve un refuge dans l'arrière-pays de Montpellier. Et au mois de mai 43, elle décide, au mois d'avril exactement, elle arrive à Chambéry, et de Chambéry, ils viennent à Izieux. Et Izieux, ils trouvent donc cette maison, et pour eux... Cette maison qui a été réquisitionnée grâce à l'aide du sous-préfet Pierre-Marcel Wilzer, qui est un sous-préfet extrêmement bienveillant à l'égard de Sabine Zlatin et qui va lui offrir toutes les conditions pour l'accueil de ses enfants. Madame Zlatin, qu'on appelle également la Dame d'Izieux. Et je vous propose d'ailleurs de voir le portrait de Madame Zlatin, de Sabine Zlatin, un reportage qui a été effectué en 1994 par Franck Giroux et Pierre Lachaud. Le combat de la Dame d'Izieux pour la mémoire des enfants déportés, le combat d'une vie, celle de Sabine Zlatin. Juive polonaise immigrée en France, à peine naturalisée au début de la guerre, elle s'engage comme infirmière militaire de la Croix-Rouge aux côtés de son mari, Miron Zlatin. Après la rafle des enfants de son mari et des moniteurs par les hommes de Barbie, Sabine Zlatin continue sa lutte, d'abord dans la résistance, puis à l'accueil des déportés à la libération. Son combat le prolonge aujourd'hui. À 87 ans, Sabine Zlatin place dans la Maison d'Izieux son message de tolérance et de vigilance. Cette maison, je la souhaite ouverte à toutes les races, à toutes les religions. Vous savez, sans aucune exclusion. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Juifs étaient exclus. Et c'est à cause de ça qu'ils étaient, vous savez, des victimes. Et la proie première, vous savez, d'Hitler. Et pourtant, au lendemain de la guerre, la Maison d'Izieux tombe dans l'oubli. Sabine Zlatin devra attendre de nombreuses années pour livrer ainsi sa mémoire et nourrir notre conscience face aux crimes contre l'humanité passés et présents. Il aura fallu le procès Barbie pour réveiller les esprits.
c'est le procès Barbie, n'est-ce pas, à réveiller les choses, mais pour moi, vous savez, je venais 2 fois par an ici pour fleurir, vous savez, la plaque et puis la stèle des premiers cordons. Pour moi, c'était toujours présent et puis la plaie que je porte dans mon cœur, elle se fermera qu'avec ma mort. Parce que je ne pourrais pas, vous savez, j'en pense tout le temps, vous savez, j'ai trop perdu. Trop d'amour et trop d'amitié. Voilà, Madame Zlatin qui est décédée en 1996. Retour à cette maison d'Isieux qui, pendant quelques mois, va être un véritable havre de paix pour ces enfants qui ont été brinque-ballés un petit peu partout et qui ont déjà vu parfois leurs parents se faire enlever, sachant probablement au fond d'eux-mêmes que les parents, ils ne les reverront plus. Ici, est-ce que c'est un peu le paradis ? On peut dire, alors c'est des phrases d'enfants et d'éducateurs qui trouvent qu'Isieux, refuge, havre de paix, et l'un des éducateurs, Léon Reichmann, dit c'est un véritable paradis ici. Il descend du camion, raconte ça dans son témoignage, il a dit quel paradis ici. Donc c'est vraiment un refuge et un lieu de vie. Vous pouvez voir, le cadre est absolument magnifique. On est sur les contreforts du Jura, en face on a les Alpes. Pour les enfants, c'est un immense terrain de jeu. Et à partir d'octobre 1943, ils vont avoir la chance, grâce à la mobilisation du sous-préfet, d'un inspecteur d'académie, d'avoir une institutrice qui va venir leur donner des cours. Et 4 adolescents vont être scolarisés au collège du Bugey, à Belay, à 20 km d'ici. Donc peut-être plus important que même la nourriture ou l'aspect matériel, les adultes ont tout fait pour que ces enfants soient scolarisés, pour qu'ils sachent lire, compter, écrire, parce que les éducateurs avaient conscience que probablement ils ne reverraient plus leurs parents. Alors est-ce que les enfants savaient qu'ils allaient revoir ou pas leurs parents ? Pour les plus jeunes, certainement, ils avaient toujours l'espoir de revoir les parents. Pour les adolescents, ils avaient certainement conscience qu'ils ne reverraient plus leurs parents. Pour l'un d'entre eux, Paul Niedermann, qui vit toujours aujourd'hui, il avait 14 ans à l'époque, il dit « Moi, un officier polonais que j'avais rencontré dans mon périple m'avait dit « Tu ne reverras plus jamais tes parents ». Et il dit « J'ai pleuré pendant un soir » et il avait la certitude de plus jamais revoir ses parents. Une relative tranquillité, on l'a dit, où ils vont vivre ici pendant un certain temps. Dans votre livre, d'ailleurs, vous parlez des diverses activités. Ils vont faire le carême, enfin le carême. Ils vont faire les Noël. Enfin, voilà. Ils vont faire toutes ces fêtes. Ils vont faire des tas de choses de façon de vraie vie de colonie de vacances. C'est le cas de le dire. Jusqu'à ce fameux jour, donc ce 6 avril 1944, où là, c'est la rafle et tout bascule. Alors, le 6 avril 1944, vers 8h30, le chef de la Gestapo de Lyon a donné l'ordre à 2 officiers de la Gestapo, une quinzaine de soldats de la Wehrmacht, de venir, le terme employé, c'est liquider la colonie. Donc les enfants liquidés. Et les enfants sont en train de déjeuner dans le réfectoire et la rafle, d'après les témoignages oculaires des voisins, la famille Perticos, de Julien Favé, la rafle est extrêmement rapide et brutale. Et par contre, l'anecdote qui est intéressante, c'est que Julien Favé, qui est l'ouvrier agricole, à qui les enfants apportent le casse-croûte quotidiennement, ce jour-là, les enfants ne viennent pas. Donc il arrive, il s'inquiète un peu, il vient voir ce qui se passe à la colonie et là il assiste, il est l'un des témoins oculaires de la rafle. Il raconte dans son témoignage quelque chose d'intéressant, il dit bon, une fois que les 2 camions sont partis, les enfants vont tous entonner vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. C'est donc ce 6 avril 1944 et c'est un acte de barbarie pure, gratuite, enfin elle est dans l'idéologie nazie. Et c'est cet acte-là qui va permettre de juger Klaus Barbie pour crime contre l'humanité. Là, on va réussir à le retrouver, il est parti à l'autre bout de la terre et c'est grâce au travail d'un couple. Oui, Serge et Beate Klarsfeld, qui, alors, au lendemain de la guerre, Barbie va d'abord se cacher en Allemagne. En 1947, il est arrêté par les services secrets américains et il va être embauché par les services secrets américains pour travailler à leur service dans le cadre de la guerre froide. Il passe de l'autre côté. En 1951, ils réussissent à le faire transiter par la filière des rats en Amérique latine, où il va travailler au Pérou, en Bolivie, dans les services de police. Et puis le dossier est plus ou moins enterré. En 1971, les Klarsfeld apprennent qu'un procureur veut fermer le dossier. Et ils décident que le dossier ne soit pas fermé et qu'il faut continuer à poursuivre Barbie. Et ils vont aller le traquer jusqu'en Amérique latine. Voilà. Et pour cela, Barbie va s'entourer de 2 mères d'enfants, Fortuné Benguigui et Ita Rose Allonbrunner, dont les enfants ont été arrêtés à Isieux. Et Ita Rose Allonbrunner, par exemple, avec Beate Klarsfeld, ils vont aller jusqu'à La Paz, donc la capitale de la Bolivie, pour tenter essayer que le gouvernement fasse arrêter Klaus Barbie et que Barbie soit expulsé vers la France. Mais ça ne va pas fonctionner. Mais c'est une action qui a un énorme retentissement. Et les Klarsfeld, Beate, Serge vont continuer à se battre. Et en 1983, ils obtiennent l'arrestation et l'expulsion de Barbie vers la France. Donc c'est vraiment l'histoire de 10 ans de combat.
Et le procès donc, va se tenir en 1987. Il va y avoir des témoignages très forts lors de ce procès. Donc il va être condamné par ce tribunal pour crime contre l'humanité. Il y a un témoignage qui parle à tout le monde quand on parle du procès Barbie. C'est le témoignage justement de Sabine Zlatin que l'on retrouve. Ce témoignage qui est très très court mais très très fort et je vous propose de l'écouter. Barbie a toujours dit qu'il s'occupait uniquement des résistants et des maquisards. Ça veut dire des ennemis de l'armée allemande. Je demande, les enfants, les 44 enfants, c'était quoi? C'était des résistants, c'était des maquisards. Qu'est-ce qu'ils étaient? C'était des innocents. Un témoignage vraiment très 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 fort, c'était des innocents. C'est donc après cette condamnation en 1987 que l'idée de faire de ce lieu, où il y avait juste une stèle, de faire un véritable lieu de mémoire. Et c'est Sabine Zlatin qui va porter ce combat. Oui, effectivement, c'est Sabine Zlatin. Elle va se faire aider par celui qui était l'ancien sous-préfet, Pierre-Marcel Wilzer. Et tous les deux vont co-présider une association pour la création du musée mémorial d'Isieux. Et de 87 jusqu'à 94, donc ce projet va être porté par la Dame d'Isieux. Et François Mitterrand, qui est président de la République à l'époque, va placer tous ces grands travaux sous son patronage. Et c'est quelque chose qui a mis 7 ans quand même à se mettre en place. Ça n'a pas été facile. C'est toujours très long. Parce qu'il y avait des gens qui y habitaient et il a fallu faire des Il a fallu racheter la maison, ensuite il a fallu faire une exposition. Ça a pris beaucoup de temps et la maison, symboliquement, elle ouvre le 6 avril 1994. Donc on est 50 ans après les faits pour qu'ici, enfin, il y ait un mémorial. C'est important ces lieux de mémoire pour vous ? Moi qui travaille avec des collégiens, des lycéens, même des élèves de l'école primaire, oui, c'est fondamental. Alors, ce n'est pas l'outil principal de transmission, mais c'est l'un des outils qui permet de mieux transmettre l'histoire. Vous avez une quarantaine d'années, Pierre-Jérôme Biscarat. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à rentrer dans cette aventure ? C'est une histoire compliquée. Alors, il y a plusieurs raisons, mais l'une des principales raisons, moi j'avais 17 ans au moment du procès Barbie, même 16, et ça a vraiment été une date très importante quand j'étais au lycée. Nos enseignants nous en ont parlé, on en parlait dans ma famille. Et je crois que ce procès Barbie a vraiment été un élément absolument déclencheur. En tout cas, une prise de conscience. Et un autre événement, peu de temps après la fin du procès Barbie, c'est la diffusion à la télévision du film de Claude Lanzmann, Shoah. Ça a été pour moi un choc et c'est vraiment 2 événements fondateurs. Le procès Barbie et la diffusion à la télévision du film Shoah de Claude Lanzmann. Vous pensez que votre génération a joué un rôle important dans la transmission de cette mémoire ? Dans le fait qu'on arrive à obtenir ici un lieu de mémoire digne de ce nom ? Nous, quand je suis arrivé, le lieu il était déjà en place, mais il est bien évident donc parmi beaucoup d'enseignants qu'on reçoit, beaucoup disent le procès Barbie est cette date clé où là il y a vraiment une prise de conscience, peut-être même au-delà du cas de Barbie lui-même. C'est-à-dire qu'au finalement, au moment du procès Barbie, on va plus parler de la responsabilité de la France dans cette histoire. Les camps d'internement, les lois antisémites. Et finalement, c'est le régime zélé de Vichy. C'est plus l'implication du régime de Vichy dans la Shoah dont on va parler à ce moment-là que vraiment du rôle de Barbie. Dans ce lieu de mémoire, on a encore la chance d'avoir des témoins qui sont encore vivants, ils sont âgés. Quel rôle vous leur faites jouer ? On les fait intervenir. On essaie de les faire intervenir régulièrement devant les élèves. Et puis autre chose, on les a aussi interviewés. On leur a demandé de nous apporter des photos. On a recueilli leurs témoignages. Et ces témoignages, on essaye de les recouper avec les documents historiques et d'écrire une histoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de photographies qui remontent à nous. On a des gens qui vont dire « moi j'étais à Isieux de telle date à telle date ». On essaye de recueillir l'entretien et ensuite d'essayer de construire vraiment ce travail d'histoire. Il nous faut à la fois les documents, et pour ça, les archives, c'est absolument essentiel. Et on croise ces archives avec les témoignages. Comment reçoivent les jeunes générations, comment reçoivent-ils ces témoignages ? Plutôt très bien. Ici, j'allais dire qu'on a la chance d'avoir des élèves qui viennent préparer. Les enseignants ont fait un énorme effort de préparation. Et c'est rare les cas d'échec pédagogique. Moi, je trouve que ce soit des collégiens ou des lycéens, on a vraiment une attention. On a des élèves qui sont impliqués. Alors, on a des visites, par exemple, sur une demi-journée et sur une autre demi-journée, un travail en atelier. On les fait travailler sur des documents, sur des témoignages. Et on a vraiment la chance, moi, je trouve, d'avoir un public qui est très réceptif. Donc, c'est plutôt encourageant, même si je sais qu'il y a des problèmes. En tout cas, ici, les enseignants ont énormément préparé leurs élèves.
ce qui fait qu'on a des élèves attentifs. Donc c'est un pari éducatif, je trouve ici, qui est plutôt réussi. Merci beaucoup Pierre-Jérôme Merci Biscara de nous avoir accordé quelques minutes et nous avoir éclairé sur cette histoire importante pour la mémoire collective. Alors ce mémorial et ce musée de la Maison d'Izieu a été inauguré, vous l'avez dit, par le président de la République de l'époque en 1994, c'était François Mitterrand. Je vais vous proposer de regarder ce reportage. Juste après, on va retrouver la directrice, Madame Eramuspé, à l'intérieur de la maison pour évoquer cette fois ce qu'est devenu ce lieu de mémoire et aussi son avenir. L'hommage de la République française aux 12 000 enfants juifs déportés par les nazis avec la complicité du gouvernement de Vichy. En inscrivant la rénovation de la Maison d'Izieu au programme des grands travaux du septennat, François Mitterrand a voulu faire de ce lieu un symbole du crime contre l'humanité. Monsieur François Mitterrand, président de la République, j'attendais depuis 50 ans ce moment. Izieu, un symbole, un lieu de mémoire mais aussi d'enseignement. L'éducation civique doit ainsi être réhabilitée dans l'école républicaine. La justice rendue ou à rendre ne nous exempte pas du principal, c'est-à-dire de la lutte quotidienne contre les germes d'un mal qui guette nos sociétés. C'est à l'école que se tissent les liens de solidarité qui font un peuple, c'est à l'école que se forge l'esprit de tolérance. C'est à l'école que commence la lutte contre toute forme d'exclusion, et d'abord celle du sang ou de la race. 2000 personnes ont assisté dans le recueillement à cette cérémonie d'une grande émotion. L'inauguration du musée mémorial à l'occasion de la journée de la déportation donne tout leur sens aux mots mémoire et réconciliation nationale. Madame Eramuspé, cela fait donc 20 ans que ce mémorial est ouvert et vous avez tenu à lui redonner sa facture originelle. Oui, l'association, lorsqu'elle a procédé à la réhabilitation de cette maison, a voulu donner un caractère d'authenticité. On sait que l'authenticité des lieux historiques a parfois subi quelques changements ou nécessite qu'on y intervienne. Beaucoup de lieux sont restaurés en permanence. Donc cette maison qui a été habitée pendant presque 50 ans, entre 1950 et 1990, a subi des transformations et il a fallu lui rendre ces espaces, ceux qui étaient ceux de la colonie, pour qu'on la trouve dans l'état où on la voit aujourd'hui, où on la visite. Cette classe, c'est comme ça qu'elle était en 1943. Oui, on peut supposer que cette classe était comme ça. Un petit courrier qu'on lit là, adressé par le petit Georgie à son père, décrit que la classe est très jolie, qu'il y a 4 fenêtres, 15 pupitres, 2 tableaux, des cartes au mur et des dessins. Et c'est comme ça aussi qu'on peut reconstituer, parfois avec les témoignages ou les écrits propres de ceux qui ont vécu dans cette maison. Il est important malgré tout de faire évoluer ces lieux. Ces lieux ne peuvent pas rester en l'état pour que la mémoire se perpétue. Et donc vous avez cherché également à les faire évoluer. De quelle façon ? Faire évoluer les lieux, il y a 2 choses aussi. Il y a plusieurs. Il y a les lieux qui ne bougent pas, l'espace qui ne bouge pas. 3 bâtiments sur ce site. Une maison, celle où ont vécu les enfants, à laquelle on a voulu laisser ce caractère presque intouché, ce caractère très discret, de restituer la présence et l'absence des enfants. Et puis 2 bâtiments qui étaient des granges, des bâtiments abandonnés dans lesquels les muséographes ont choisi d'installer l'un une exposition historique et l'autre des locaux administratifs, mais aussi des locaux de travail, des espaces de recherche et de travail pour les jeunes. On s'est très vite trouvé à l'étroit dès les années 2000. Fréquentation. Il y a combien de milliers de personnes qui viennent ici tous les ans ? On a connu un pic une année avec 35 000 visiteurs, mais c'était un peu exceptionnel. Sinon, les visiteurs se maintiennent à 26 000 à peu près par an. Plus de la moitié sont des scolaires. On refuse des visiteurs, on refuse des élèves, parce qu'on n'a pas du tout les espaces nécessaires et aussi en bon état pour les recevoir. C'est pour ça qu'il y a des travaux qui sont en cours, donc. Oui, des travaux d'agrandissement. Un 4e bâtiment verra le jour l'année prochaine. Je voudrais dire aussi, par rapport à cette maison, justement, et la fréquentation, c'est que cette maison, bien qu'on l'ait restaurée, elle se détériore quand même, parce qu'elle n'était pas faite pour recevoir autant de monde. C'était une maison d'habitation. Et le passage des visiteurs au fil des ans entraîne quand même des mouvements dans la structure de la maison. On sera certainement amené à faire rentrer les gens, peut-être pas les refuser, mais les faire rentrer par petits groupes à l'avenir.
de façon à la protéger. Il y a des choses qui vont changer, donc il y a des choses, vous me disiez, qui vont s'étendre. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces extensions? Alors, un très grand et beau bâtiment, scindé en deux parties. Une première partie qui va être accolée à la grange, qui va être en réalité la première partie de l'exposition permanente. On va doubler la surface de l'exposition permanente et on va pouvoir traiter de façon assez approfondie l'histoire de la colonie d'Isieux et le contexte historique qui a fait que des enfants juifs sont venus vivre ici. Et puis il y a un deuxième bâtiment magnifique qui fera face au paysage et qui permettra d'accueillir en grand nombre, avec des belles salles de travail, des élèves, des jeunes, des chercheurs, des universités d'été en été, et puis aussi une très belle salle de documentation qui sera enfin ouverte aux visiteurs, et puis des bureaux évidemment pour y travailler. Aujourd'hui, il n'y a pas de recherche effectuée sur le site. C'est difficile. Si, il y a de la recherche aujourd'hui effectuée sur le site par les membres de l'équipe d'Isieux ou éventuellement un ou deux historiens qui voudraient venir consulter nos archives. La documentation, aller plus loin en fait. On voudrait aller plus loin, mais on a surtout un espace de documentation qu'on a vraiment développé, qu'on a enrichi depuis des années, auquel les visiteurs ne peuvent pas accéder parce qu'il est devenu une salle pédagogique. Et comme on reçoit beaucoup d'élèves, on ne peut jamais y rentrer pendant la journée pour y travailler. Donc on aimerait avoir un véritable espace de documentation, pouvoir montrer la richesse de notre fonds. On a un fonds d'archives assez exceptionnel, pas seulement de la colonie d'Isieux, mais par exemple du procès de Nuremberg et aussi du procès de Klaus Barbie à Lyon. Et ce serait quand même bien de l'ouvrir aux personnes qui souhaitent le consulter. Et donc ça, ce sera possible à partir de l'année prochaine, 2015. Ouais. Il ne reste plus qu'un an à tenir. Ouais. Encore dans les travaux avec Madame les grues Zlatin, qu'on a vues à l'extérieur. Madame Zlatin a attendu 50 ans. Nous, on attend ce projet. Ça fait très longtemps qu'il est lancé. Et ça fait 5 ans qu'on est vraiment en train de piaffer pour le voir. Piaffer d'impatience, l'année prochaine donc. Eh bien, ce sera le mot de la fin de cette première partie, car nous arrivons donc à la fin de cette première partie de La Voix est libre. Madame Eramus-Péan, on vous retrouvera tout à l'heure dans la deuxième partie. Nous reviendrons avec vous sur l'avenir de la maison d'Isieux. On l'a un petit peu parlé là maintenant, mais on le développera un petit peu plus. On parlera aussi de sa dimension européenne. Il sera aussi question de son financement, parce que c'est très très important. On verra que ce n'est pas toujours très très simple. Nous serons également rejoints par Emmanuel Debonneau. C'est un historien chercheur qui travaille à l'École normale supérieure de Lyon. Et nous évoquerons avec lui l'importance de ces lieux de mémoire et les nouvelles méthodes pédagogiques qui permettent aux jeunes générations de s'intéresser un petit peu plus à l'histoire. Mais tout d'abord, il n'est pas loin de midi, c'est l'heure du flash d'actualité. Il vous est présenté aujourd'hui par Olivier Michel. À tout à l'heure. Retour dans La Voix est libre, émission spéciale depuis la maison d'Isieux. Pour cette deuxième partie, Emmanuel Debonneau nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et chercheur à l'École normale supérieure de Lyon. Vous êtes spécialisé dans la transmission de la mémoire et aussi dans les outils pédagogiques pour cette transmission. En quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, disons que je travaille dans une structure qui s'appelle l'Institut français d'éducation, qui est intégrée sur le site de l'École normale supérieure. Et nous travaillons en fait à créer un pôle mémoire et éducation, mémoire au pluriel, ce qui veut dire en fait travailler en fait aussi bien autour de la réflexion sur les mémoires, également sur la conception d'outils numériques susceptibles de répondre aux enjeux actuels par rapport à l'éducation, l'enseignement, etc. Alors, avant d'évoquer cette mémoire avec vous, en avant-propos, je vous propose d'écouter l'interview de Serge Barcellini. Il est professeur d'histoire à l'IEP de Paris. Il était interviewé dans le cadre d'un magazine présenté par notre confrère Daniel Despin. Écoutez sa réponse à la question sur l'importance de ces lieux de mémoire. Nous avons eu, après la Seconde Guerre mondiale, un temps qui était vraiment le temps du souvenir. Le temps du souvenir, on y faisait des cérémonies. Pourquoi ? Parce qu'on partait du principe que tous ceux qui participaient à ces cérémonies connaissaient ce qui s'y était passé. Ils avaient vécu ce temps-là. Et puis, au bout d'environ 2 générations, à partir des années 1970-1980, pour Isieux, on le voit bien, on est passé du temps du souvenir à autre chose, du temps de la mémoire, puisque beaucoup de générations n'avaient pas connu les fêtes qu'on allait commémorer. Et soudainement, nous sommes passés de la commémoration, c'est-à-dire de la cérémonie, au passage de la connaissance, c'est-à-dire des lieux mémoriels qui sont aussi des lieux pédagogiques. Des lieux où le jeune qui rentre, il est vierge de la connaissance et il va être confronté à comprendre ce qui s'est passé ici. Donc ces lieux mémoriaux, puisque souvent on les appelle comme ça, ces mémoriaux, ils sont là pour
porter la connaissance aux générations qui n'ont pas connu les faits. Et ils sont placés dans ce temps de l'histoire qui est notre temps, qui est le temps que nous vivons aujourd'hui, qui est notre génération d'aujourd'hui, une époque où nous sommes confrontés encore à la présence de survivants, de moins en moins nombreux, et donc dans l'obligation de faire connaître et de faire porter. Et c'est les lieux qui portent à la place des survivants. Les lieux sont donc très importants, mais pour vous, Emmanuel de Bonneau, le lieu seul ne suffit pas. Le lieu est évidemment important par tout le poids de l'histoire, le symbole, et ce sont des lieux habités vraiment par des émotions et par des tragédies. Mais c'est vrai que il y a l'histoire, et ce sont des lieux qui suscitent du questionnement, de la réflexion. Il y a des fantômes dans ces murs quand même. Hein. Oui, Quand on visite la maison d'Isieux, il y a quand même des fantômes. Il ne faut pas se laisser envahir et dépasser par les fantômes. Il faut aussi comprendre, ne pas se laisser submerger par cette émotion qui a son rôle, qui est extrêmement importante, qui est souvent un vecteur aussi de compréhension, mais qui ne doit pas non plus être paralysante. Et c'est là qu'effectivement intervient la médiation, les outils de contextualisation, les outils qui permettent effectivement de repartir effectivement avec ses réponses, comme le dit très bien Serge Barcellini. Ici d'ailleurs, il y a la grange, que l'on voit à l'image, où il y a toute une partie pédagogique qui parle non seulement de la maison d'Isieux, mais aussi de toute cette période noire de l'histoire. Quelque chose qui est très très important aussi, c'est qu'il faut préparer les élèves qui viennent ici à ce qu'ils vont rencontrer, et ça c'est un gros travail de formation des enseignants. C'est quelque chose sur lequel parfois il y a un petit défaut. Oui, alors préparation des élèves et effectivement, vous le dites très bien, préparation des enseignants, formation des enseignants pour enseigner comme des sujets qui sont sensibles, délicats. Les enseignants ne sont pas toujours préparés à faire face à l'émotion des élèves ou il y a des effets parfois de malaise qui peuvent entraîner de la provocation, entraîner ou de l'indifférence et toutes ces attitudes extrêmement diverses, l'enseignant est parfois démuni, et puis il est démuni tout simplement aussi au niveau parfois de la compréhension de cette histoire qui est extrêmement complexe, de toutes ces dynamiques, qui sont à l'œuvre. Les outils sont nombreux, mais ils sont très nombreux, et parfois effectivement l'enseignant est un petit peu dépassé. Donc c'est vrai qu'il faut mettre l'accent sur ces formations. C'est ce que nous souhaitons faire. Enfin, évidemment, le Mémorial de la Shoah à Paris et bien d'autres institutions comme ces lieux y travaillent. À l'IFE, nous avons, à l'Institut français de l'éducation, nous avons ce projet d'apporter également des outils pour la Shoah, mais également pour les autres génocides, le génocide des Arméniens, le génocide Tutsi, qu'il va bien falloir prendre en main. On comprend bien donc la formation des enseignants, il y a des outils à disposition. La maison d'Isieux ici est un de ces outils, mais ce n'est pas le seul. Il y a donc plusieurs lieux, vous l'avez dit, à Paris notamment, mais pas que. Non, bien sûr. Aujourd'hui, en France, on est quand même on est très bien équipés, si j'ose dire. C'est-à-dire que au niveau de la pédagogie, ça fait des années que les professionnels s'attellent à la tâche et il y a des ateliers, il y a vraiment des lieux où le travail est parfaitement bien fait, et d'un point de vue historique surtout. C'est-à-dire qu'on fait vraiment de l'histoire, on outille les élèves, les étudiants qui viennent visiter ces lieux, et c'est très important. Il y a tout un tas de réseaux aussi, qui sont en France, mais aussi ailleurs. On peut penser à Auschwitz notamment. Oui, on travaille en France, bien sûr, d'un point de vue international. On a des contacts avec les mémoriaux, travaillent les uns avec les autres. Et réfléchissent ensemble, et notamment effectivement à ces nouveaux défis, ces débats par rapport à ces questions. On fait face tous au même problème, aussi bien des questions on a parlé récemment avec l'actualité de phénomène de saturation autour notamment de la Shoah. C'est un problème parmi d'autres, et cette connexion entre les lieux doit permettre effectivement de trouver des solutions ensemble, puisque nous faisons face tous au même problème. Il y a d'ailleurs un projet actuellement, parce que si on connaît à peu près bien le parcours de ces 44 enfants de la maison d'Isieux, on sait d'ailleurs que le plus petit, il avait 4 ans et demi quand même, quand il a été déporté puis mis dans une chambre à gaz quelques jours plus tard. Donc le parcours de ces enfants, on l'a dit, est très bien retracé. En revanche, ce qu'on cherche actuellement, et c'est le travail de tous les historiens, c'est de retracer la totalité, du parcours de tous les déportés. Et je vous propose d'écouter une interview de Piotr Siwinski. Il est directeur du musée et du site d'Auschwitz. Il est également membre du comité d'administration de la maison d'Isieux sur ce projet. Écoutez. Tous ces enfants sont connus. C'est une mémoire qui a survécu, qui est restée, qui est documentée, qui est étudié, qui est publié, qui est enseigné. D'un autre côté,
peut pas s'empêcher de penser à tous ces centaines de milliers, à tous ces autres enfants dont on ne sait pratiquement plus rien, jusqu'aux noms qui ont disparu. Alors sur le projet de retrouver l'identité et le parcours de tous les déportés, vous y travaillez vous-même et puis vous avez même une approche spatiale de la chose. Disons que tous les la totalité, ça reste évidemment, je ne sais pas si c'est possible, mais alors, on travaille par exemple effectivement à Lyon avec le professeur Jean-Luc Pinol sur un projet de spatialisation de la Shoah et de visualisation des données, c'est-à-dire qu'une carte de France sur laquelle on interactive. Interactive parce qu'on a géolocalisé en fait l'ensemble pour l'instant des enfants, mais des adultes viendront à l'adresse, la dernière adresse connue au moment de l'arrestation, donc avant déportation. D'où ils venaient. Voilà, donc c'est une base de départ, c'est le moteur si vous voulez, du projet. Après, ça doit permettre de travailler sur les trajectoires. Le projet s'appelle TETRAD, territoire et trajectoire de la déportation des Juifs de France. Et c'est effectivement un élément qui va être très utile aussi bien pour les scientifiques que pour les élèves et les enseignants, parce que l'idée est aussi de permettre de travailler sur ces trajectoires. Ça peut se faire en atelier, ça peut se faire dans le cadre du concours de la résistance et de la déportation, ça peut se faire... C'est l'entrée des nouvelles technologies un petit peu pour transmettre cette mémoire et ça, c'est, on imagine, très très important. Merci beaucoup Emmanuel de Bonneau. Nous allons une dernière fois retrouver la directrice de cette maison d'Isieux, Madame Geneviève Héra-Muspé, car pour perpétuer la mémoire, il faut aussi préserver les lieux de mémoire comme celui-ci. Et le temps qu'elle nous rejoigne, je vous propose d'écouter à nouveau Serge Barcellini sur ce sujet. Il appartient fondamentalement à l'État de réfléchir collectivement. Nous sommes dans un État démocratique, collectivement, avec des universitaires, avec des témoins, avec des associations, pour savoir quelles sont les branches essentielles, les pages essentielles de notre mémoire qui fédèrent notre nation. Et parlons clair, la Shoah est une de ces pages qui fédèrent la nation. Pourquoi je dis la Shoah? Parce que nous sommes ici à Isieux. Madame Héra-Muspé, on vient de l'entendre, le financement de ces projets, c'est quand même très très important et pour vous, c'est une préoccupation quotidienne. Oui, l'argent c'est le nerf de la guerre et ici plus qu'ailleurs encore. Nous sommes d'abord une association, loi de 1901, comme structure juridique. Bon, nous avons des soutiens publics très importants puisque ça représente pas loin de 80%, 75% de notre budget total. Mais malgré tout, ces subventions, ça ne suffit pas. Non, les subventions permettent l'association est propriétaire de ce site magnifique. Donc ça suppose de lourdes charges d'entretien. Et puis c'est un site qui est ouvert au public 7 jours sur 7 toute l'année, sauf pendant une période de fermeture annuelle très courte. Donc il faut quand même assurer beaucoup les visites. Rien que le nombre de salariés dédiés aux visiteurs est presque égal à une dizaine. Il a augmenté effectivement, parce qu'il y a de plus en C'est plus de normal, visiteurs. voilà, l'accueil, les scolaires, donc ça fait quand même le nerf de la guerre aussi de la Maison d'Isieux. Bon, voilà, on est assuré maintenant par l'État d'avoir de quoi assurer vraiment le minimum du fonctionnement. Le reste doit suivre aussi. D'où l'importance aussi de diversifier, d'où le fait de cette nouvelle aile qui verra le jour, on en a parlé tout à l'heure, en 2015, oui. Qui permettra peut-être de faire des séminaires avec des historiens étrangers, qui permettra peut-être aussi de vous amener un petit peu de sous pour vous autofinancer. Oui, parce que si on multiplie les activités, on espère multiplier aussi les partenariats et des cofinancements et même d'autres financements. C'est aussi la possibilité d'accueillir beaucoup plus de public, donc plus de recettes autonomes. On a une capacité à générer des recettes, mais il faut avoir les espaces aussi pour le faire. Donc c'est ça, ce moyen-là que va nous donner la nouvelle construction. La commémoration de demain, 6 avril 2014, est très importante car elle revêt vraiment une dimension, une importance européenne. Oui, alors demain, nous avons certes la ministre de la Culture. Ce n'est pas le Premier ministre, la Première ministre ou le Premier ministre qui vient en visite à Isieux. C'est la première fois que nous avons un président de Parlement européen. Nous avions un commissaire européen l'année dernière. Un président de Parlement européen, c'est quand même toute une symbolique aussi. Et puis ça nous ramène un petit peu le travail que vous faites depuis des années. Oui, ça veut dire qu'il y a aussi des liens qui se sont tissés avec beaucoup de pays d'Europe. D'ailleurs, on aura demain aussi des représentants de ces pays, des élèves, des amis italiens d'une région, l'Émilie-Romagne. Et puis les enfants d'Isieux, on revient toujours à la case départ. Les enfants d'Isieux, l'Europe s'est retrouvée en tout petit à Isieux.
Merci beaucoup Madame Eramus-P. Donc cette commémoration qui se fera demain à 11h30 en présence de la ministre de la Culture et de la Communication Aurélie Filippetti, également vous l'avez dit, du président du Parlement européen Martin Schulz. Ce sera bien sûr relaté dans nos journaux télévisés de ce week-end. Avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez vous documenter sur la Maison d'Isieux avec notamment plusieurs ouvrages qui viennent d'être édités ou réédités. C'est le cas pour les livres suivants. Alex sous le porte-drapeau, c'est signé d'Hélène Weinsborn, c'est actuellement la présidente de la Maison d'Isieux. L'institutrice d'Isieux de Dominique Missica, et puis 2 ouvrages d'un de nos invités qu'on a vu tout à l'heure, l'historien Pierre-Jérôme Biscara, Des enfants dans la Shoah et d'Isieux à Auschwitz. Je tiens à signaler d'ailleurs que ce dernier livre a d'ailleurs servi de base à un documentaire qui sera diffusé sur France 2 mardi prochain, le 8 avril, dans l'émission Infrarouge. Ce sera en deuxième partie de soirée. Plus d'informations bien sûr sur notre site internet rhône-alpes.france3.fr. Restez avec nous sur France 3. Cet après-midi à 15h20, vous pourrez suivre notre magazine Enquête de région présenté par Daniel Despin, une émission qui vous parlera des technologies de demain mais qui se fabriquent aujourd'hui dans des entreprises régionales. Et puis à 16h15, Chronique d'en haut, le magazine de la montagne présenté par Laurent Guillaume. Il vous emmènera à la recherche des débris du vol 101 d'Air India qui s'est écrasé sur les sommets du Mont Blanc en janvier 1966. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent après-midi sur notre antenne et à très bientôt.